Salut, alors cette semaine, on va continuer à parler de ça. Sauf que ça, c'est le mien. Et ça, c'est pas le mien. Un lecteur du blog m'a gentiment envoyé un DCX modifié intégralement par Selectronic. Et en plus, il a ses oreilles, contrairement au mien. Et donc, c'est vraiment une possibilité et une opportunité de pouvoir le comparer à un original qui n'a jamais été modifié. On va le passer sur le de précision, on va regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre, comment il réagit et voir s'il y a vraiment une différence. Et là, on va pouvoir voir si effectivement différence il y a, si c'est dans la tête que ça se passe ou si c'est bien là-dedans que ça se passe, et si il vaut bien, une fois modifié, le prix qu'il coûte. Parce que ce truc-là, il a été 100% modifié par Selectronic intégralement. Ça, DCX compris, ça coûte quand même plus de 1000 euros. Donc là, on est dans une dépense qui devient nettement moins négligeable. Et ce serait quand même pas mal qu'il y ait quand même une grosse différence au niveau des caractéristiques. Alors déjà que le précédent fonctionnait parfaitement, je serais curieux de savoir comment celui-là, il va fonctionner. Ok, donc on va commencer par simplement une courbe de réponse. Toute bête, toute simple. C'est parti, on va regarder ça. Voilà. Ah! Alors là, c'est très intéressant. Il se passe quelque chose d'extrêmement curieux. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a une grosse différence de gain entre les deux. Alors ça, c'est tout à fait, on va dire, logique sur le principe que la sortie devient compatible pour du grand public. Donc le niveau est affaibli. Tout simplement pour éviter de saturer les appareils d'après. Donc cette mise en compatibilité des niveaux domaine public impose qu'il y ait une chute de gain, ici de l'ordre d'une quinzaine de décibels. Bon, c'est un choix, l'appareil ne fait plus ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a aucun réglage, il a un gain de 1. Là, ce n'est plus le cas, il a à peu près 15 décibels de chute de gain. Mais, une chose étrange se passe là. On a une remontée de 6 décibels, quasiment 6 décibels même, jusqu'à 20 kHz, d'une manière tout à fait étrange. Et je peux dire qu'il n'y a absolument pas de filtre sur le chemin. Si je passe sur le canal numérique, je tomberai sur une courbe plate. Donc, l'étage d'entrée analogique fournit quelque chose de très curieux. Et ça, je vois à peu près ce que c'est. Et d'ailleurs, on va aller voir sur le schéma de la partie analogique d'entrée un peu d'où ça pourrait venir. Alors j'ai mis au tableau là une version simplifiée du schéma d'entrée qui est à deux étages. Le premier servant à simplement désymétriser et le deuxième à faire simplement une resymétrisation. Simplement, elle est faite parce qu'il faut, pour les DAC, rajouter une tension de référence de moitié superposée au signal. Donc, on rajoute un offset ici pour pouvoir utiliser les DAC qui, eux, sont alimentés par une simple tension de référence. Donc, il faut se mettre à Vref sur 2 comme étant en valeur de 0 sur les deux canaux. C'est pour ça qu'il y a ces étages et cette addition d'une tension, c'est juste un ajout d'offset. Il sert aussi à régler le gain pour être compatible avec l'étage d'entrée de l'ADC. Ah, je suis un peu dyslexique sur DAC et ADC. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est un ADC qui est ici. Donc il y a une adaptation du gain et un ajout d'offset. Alors, c'est vraiment très simple hein, comme schéma. C'est vraiment un truc d'entrée avec des résistances mis en symétrie pour avoir un gain particulier. Ici, le rapport est de 1 à 4, donc ici on a un gain d'à peu près un quart, donc une réduction du gain parce que les tensions pro sont vachement élevées et sont beaucoup trop élevées pour un ADC qui lui travaille à plus ou moins 2 volts et demi ou quelque chose comme ça, donc il faut vraiment diviser ici. Donc c'est divisé par 4 à ce niveau-là. Et ici il y a juste un gain unité a priori ou quelque chose comme ça, a priori. Mais il y a ce truc devant. Ça c'est ce qu'il y a dans les schémas de Behringer. Alors, on remarque une augmentation du gain dans l'aigu. Alors, à quoi c'est dû? Il y a forcément quelque part un élément capacitif, ou on va dire selfique, mais plus, il n'y a pas de self dedans, donc il y aurait un élément capacitif qui, là-dedans, aurait un effet. Alors, j'ai noté en rouge les condensateurs qui sont placés sur ce schéma, des petites capas ici
qui sont de 100 picots et une capa ici de 27 nanos. Alors les capas de 100 picots ne peuvent pas être en jeu, tout simplement parce que comme elles sont sur la contre-réaction ici, en montant en fréquence, elles diminueraient la résistance ici, et donc le gain étant égal ça sur ça, on aurait une chute du gain. Ici, on aura un court-circuit, donc on aura aussi une chute de gain, et là pareil. Donc ces petites capas n'ont rien à voir avec ce problème, elles sont trop faibles, et elles sont là simplement à ajouter de la stabilité au montage des ampli-op. C'est souvent le cas, on met des petites capas, c'est simplement pour augmenter la marge de phase en HF pour augmenter la stabilité du truc. Donc, le seul capa ici qui pourrait avoir un rôle, c'est celle-là. Elle a une valeur relativement élevée, 27 nanos, et elle est mise dans un système qui est un petit peu étrange. Alors, ce système, il est très connu. Cette configuration-là, elle est extrêmement connue. C'est une configuration qui est utilisée lorsqu'on fait des shelving du premier ordre. C'est-à-dire, c'est une configuration qui passe progressivement d'une résistance unique à une résistance équivalente à deux résistances qui sont mises en parallèle au fur et à mesure que la fréquence monte. Le condensateur se comporte de plus en plus comme un court-circuit et le système se comporte de plus en plus comme deux résistances en parallèle. Donc ce qui se passe, c'est quand la fréquence augmente, la résistance, l'impédance, on va dire l'impédance du système diminue avec la fréquence. Et comme ici, on se retrouve avec un ampli-op avec un système, une impédance sur une impédance, le gain du tout étant égal ça sur ça, si ça diminue, le gain du système augmente. Ce qui va bien dans le sens de ce qu'on voit lorsque la fréquence augmente. Alors, ça, j'ai schématisé ici, en fonction de la fréquence, ici avec les valeurs de comment ça varie. Lorsqu'on est en basse fréquence, ça se comporte, ça, la capace en bas, ça comporte comme un circuit ouvert. Donc on a juste une résistance 2K qui, avec celle-là, produit quelque chose qui a un gain en gros de 1, ici de 1,1. Au fur et à mesure qu'on monte en fréquence, la capa ici se comporte de plus en plus comme un court-circuit et on tend vers ici une résistance de 1 kΩ. Les deux en parallèle, avec celle-là, on se retrouve avec un gain de 2, ce qui correspond bien aux 6 décibels supplémentaires qu'on voit lorsqu'on monte en fréquence. Et c'est ce qu'on voit ici, là, si on parle de gain, on passe d'un gain de 1 à un gain de 2. Et ici, avec les valeurs, on commence à monter en gain à partir de 3 kHz, ce qui est la valeur qu'on obtient. Donc, en fait, ce boost en HF, il est dû à ce système-là. On retrouve. Alors, si on prend ça et qu'on le met là et qu'on inverse, on a le shelving opposé. On peut se servir de ce schéma-là comme schéma le plus simple possible d'un shelving du premier ordre. Donc ça, c'est ce qui cause ce gain-là. Et étonnamment, c'est pourquoi Behringer a foutu ce truc dans son schéma. J'avoue, je ne sais pas, parce qu'il y a différents scénarios possibles. Soit il voulait booster pour pouvoir gagner en rapport T-net-sur-bruit et le compenser derrière avec le DSP. Le problème, c'est que c'est une augmentation de gain, ils peuvent saturer le DAC qui suit derrière. Donc ça, c'est très risqué pour avoir de la distorsion HF. Peut-être que c'était une expérimentation qui est restée et qui a été abandonnée, je ne sais pas, parce que ce schéma, le schéma de ces tirés, alors c'est le schéma que Behringer a fourni, alors je ne sais pas exactement d'où il vient, mais c'est le schéma révision E de 2002. Je ne sais pas si c'était pour les protos, mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est que ça, c'est dans la sérigraphie du circuit imprimé qui est utilisé. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils ont voulu mettre à un moment donné. Sauf que dans le vrai Behringer 9, il n'y a pas ces deux composants-là. La 27 nano et la 2K ne sont pas placés. Donc ça n'existe pas dans le vrai appareil standard. Donc ça et ça se comportent comme un truc à gain unité. Et là, ici, on a juste un buffer de gain unité encore qui suit, simplement pour inverser, pour se retrouver en sortie symétrique. Ça, ce n'est pas peuplé sur la carte. Malheureusement, Selectronic a pris le schéma et il l'a fait tel quel. Et il n'a pas regardé. Et toutes les photos que j'ai pu voir des platines fournies fait que ces condensateurs, ce que l'on voit facilement sur la plaque, ce sont les petits condensateurs 8 mâts rouges. On les voit sur toutes les cartes, quelles qu'elles soient. Je n'ai jamais vu de carte Selectronic qui n'ait pas ces condensateurs qui ont été mis. Donc, ce sont des valeurs qui ont été mises dès le départ par erreur et n'ont jamais été enlevées. Alors que il existe sur le net une trace qui parle de ce problème-là, c'est le site de Thierry Martin qui le met sur une de ses pages comme étant une erreur qui fait qu'il ne faut surtout pas placer ces composants-là comme indiqué sur le schéma d'origine de chez eux. Donc, Selectronic a dû normalement corriger ce truc, même s'ils aient fait l'erreur au départ. Déjà,
s'ils avaient mesuré un peu leur plaque, ils auraient vu tout de suite qu'il y avait un problème. Ils ne l'ont pas fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais mesuré leur truc. Et sachant que Thierry Martin a longtemps parlé des plaques électroniques, des modifications, etc., Selectronic doit être au courant de tout ce qui se passe, ils auraient dû virer ces condensateurs-là. Bon, peut-être qu'ils le font maintenant, mais je n'ai pas trouvé de traces de plaques qui ne les contiennent pas. Et cet appareil que j'ai a été modifié par Selectronic récemment parce que la carte DSP a été changée. Donc, si actuellement ils font les modifs pour remettre d'équerre des appareils, ils devraient déjà commencer par enlever ces clapars. Alors, c'est sûr que là, question auditive, ça s'entend, évidemment. Ça donne un aigu plus brillant, plus joli. C'est clair que là, tout de suite, l'aigu est super vachement plus soyeux, n'est-ce pas? Et ça, c'est un peu la honte, parce que franchement, un boost de plus 6 décibels à 10 kHz, ça passe quand même pas inaperçu. Donc là, franchement, c'est marrant parce que c'est vraiment un truc. À chaque fois que j'ai regardé ce schéma-là, à chaque fois cette capa-là, je me suis demandé mais qu'est-ce qu'elle fout là? Je pensais que c'était juste un passe-bas qui était pour éviter peut-être de l'aliasing après ou des choses comme ça. Mais c'est pas un passe-bas, c'est un passe-haut. Donc c'est con, hein, c'est une erreur. J'avoue, à chaque fois je me demandais à quoi elle servait, mais bon, je ne vais pas poser plus de questions que ça. Et si j'avais voulu refaire des étages d'entrée, c'est certain que j'aurais déjà commencé par mettre ces capas. Donc bon, on ne peut pas non plus blâmer Selectronic complètement. Je pense que d'autres gens ont fait l'erreur. Mais franchement, pour un professionnel qui n'a pas mesuré le résultat final, ça par contre c'est quand même un peu plus limite. Et depuis le temps que ça existe, ça aurait dû être corrigé. Et je ne pense pas que ce soit corrigé. Alors peut-être qu'on pourra me corriger là-dessus. Mais pour l'instant, je ne pense pas que Selectronic ait corrigé ce problème sur ces plaques. Et c'est clair que si on les utilise en analogique, on risque d'avoir une différence. Alors, c'est flatteur, on a une belle brillance dans l'aigu, etc. Sur des disques qui en général n'en contient pas tant que ça, mais ça risque quand même de faire des sifflantes peut-être sur certains trucs. Alors bon, évidemment, est-ce que c'est un mieux? Pour moi, c'est pas un mieux, c'est peut-être flatteur, mais en tout cas, c'est un gros problème. Hein. Ceux qui utilisent en digital n'ont pas ce problème, bien sûr. En digital, il est plat. Alors, les pros analogiques pourraient éventuellement se dire, vous voyez, digital, comment c'est pourri, regardez comme le son, il est froid, comme c'est naze, regardez l'autre, ben là tout de suite, regardez l'aigu, comme il est plus soyeux. Enfin bref, voilà, donc ça c'était le piège, le gros piège, et malheureusement, il n'y a que Thierry Martin qui l'avait remarqué, ce truc-là. Bien pour lui, au moins lui il a fait des mesures. Et Selectronic, a priori, n'a jamais corrigé. Donc voilà, c'est pour ça que dans les mesures qui sont faites sur cet appareil, je ne ferai pas toutes les mesures en analogique parce qu'elles vont interférer. Hein. Donc je passerai en numérique pour certaines mesures parce que c'est certain que ça va interférer quelque part. Donc voilà en gros l'explication d'où ça vient. Et si vous voulez corriger ça, il suffit d'enlever simplement la capa ou de couper la résistance. Vous avez le courage, enlever la platine, dessouder les deux composants et là on retombera sur nos pattes et on retombera sur le schéma qui est tel qu'il devrait être. Ok, rapidement, juste la mesure de la courbe de réponse, mais en attaquant numérique. Hein. Donc voilà. Donc toujours vert, c'est le DCX modifié. Bleu, c'est le DCX d'origine. Donc juste ici, dans l'aigu, ils sont parfaitement analogues, sachant que, attention, les gains ne sont pas du tout les mêmes. Ici, l'échelle de la version non modifiée est de l'ordre de 20 décibels. Hein. Je suis en full scale à 1 décibel en moins. Et de l'autre côté, je suis à l'ordre de 5,5 pour l'équivalent en pleine échelle. Donc juste ici, ils sont tout à fait similaires. Simplement, ça montre surtout que là, il n'y a pas cette fameuse... surtension, enfin ce shelving qu'il y a dans l'aigu lorsqu'on l'attaque en analogique. Ce qui montre bien que c'est pas un oubli d'un filtrage qui traînerait dans la machine. C'est vraiment un problème de l'étage analogique. Alors là, on voit une des différences entre les deux appareils, c'est le bleu qui lui est l'appareil d'origine, on voit qu'il commence à chuter. Alors il faut bien voir que c'est très dilaté. Ici, on est à 0,1 décibel par division. Hein. Mais vu qu'il a des condensateurs en série, on voit que de toute façon le niveau va baisser, alors que l'autre a priori est simplement sans condensateur de liaison, donc il doit passer normalement jusqu'au continu. Donc lui il reste plat jusqu'au début, donc ce qui est pas mal, hein, ce qui est quelque part fait quelque chose de plus linéaire que l'original.
Mais bon, ça se situe vraiment à pas grand chose à ce niveau-là, quoi. On va pas dire que le nouveau a des bases qui sont plus solides. Pas de conclusion, ça, on va virer. Ok, alors on va faire une analyse de la distorsion en comparative entre les deux systèmes. Alors là, il y a quand même une difficulté qui vient s'ajouter à ça, c'est qu'on ne travaille pas dans les mêmes conditions avec les deux appareils à cause des étages de sortie qui n'ont pas les mêmes gains. Alors ce que je vais faire, c'est ici, je vais les comparer à niveau de sortie équivalent, sachant que le DCX non modifié va être désavantagé parce que je vais le faire rentrer avec un signal plus faible. Hein. Donc, ici, on peut le voir que je rentre avec un signal à moins 2 dBU niveau non modifié, c'est-à-dire le canal 1 qui est la référence, et à plus décibels côté modifié pour avoir en sortie une valeur équivalente, sachant que d'un côté je serai en XLR et de l'autre en BNC. Donc, en faisant la mesure de distorsion, voilà ce qu'on a. Alors, la courbe verte est l'appareil modifié et la courbe bleue est l'appareil non modifié. Alors, j'ai toujours ces petits défauts, ça c'est à cause de la capture d'écran, la capture de la vidéo qui prend beaucoup de ressources et quelquefois il y a un point de mesure qui saute. Mais bon, là, ça dit quand même à peu près ce que ça vaut. Les deux appareils a priori semblent vraiment être superposables au niveau de leur distorsion, il n'y a pas vraiment d'avantage a priori. Bien que le vert puisse peut-être être légèrement avantagé, oui, c'est bon. C'est pas aussi évident que ça, mais dans l'aigu, il y a quand même une remontée dans l'appareil modifié, probablement à cause de ce problème d'étage d'entrée et des condensateurs qui n'a rien à faire là. Donc voilà à peu près la mesure de la distorsion à ce niveau-là. Alors, on va regarder de l'autre côté, une fois que là c'est fini. Voilà, donc c'est assez proche, hein. On est dans les 0,01, 0,005 à peu près, avec juste une remontée dans l'aigu. En revenant ici, on peut regarder le rapport signal sur bruit. Dans ces conditions-là, ici il est de l'ordre de moins 85 pour l'appareil modifié et de l'ordre de moins 83,5 à 1 décibel et demi moins bon pour l'appareil non modifié. Alors là, il faut être méfiant parce que les conditions n'étant pas tout à fait exactes, l'étage d'entrée, lui, est attaqué avec un signal plus faible. Donc le rapport signal sur bruit peut être légèrement dégradé et je pense que c'est ce qu'on obtient ici. A priori, au niveau du bruit, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux appareils. Mais encore une fois, c'est quand même difficile de les comparer d'une manière brute parce qu'on ne travaille pas dans les mêmes conditions. Donc voilà, donc pas vraiment d'avantage au niveau de la distorsion a priori, bien que ça a l'air un petit peu mieux, mais toujours pareil, problème dans l'aigu. Hein, dû à l'étage d'entrée qui a été mal implémenté. Ok, donc on va faire une FFT sur les deux appareils en même temps en les attaquant en pur numérique, ce qui permet de s'affranchir des perturbations que pourrait faire l'étage analogique et son boost sur l'appareil modifié. Donc pour cette mesure là, comme je voudrais bien voir s'il y a des effets de jitter et des choses comme ça, je vais pousser le FFT à quelque chose d'assez fort, c'est-à-dire je vais mettre le maximum de points, 632 000, et je vais faire 512 FFT qui vont se moyenner pour essayer d'extraire le maximum d'informations du bruit. Donc c'est une mesure qui va prendre un certain temps, donc j'accélérerai entre les trucs, et c'est parti. Donc là, c'est parti pour les calculs. Ok, donc le sweep est fait, donc c'est un sweep 512 mesures moyennées. Alors, bon, la première chose qu'on peut voir, c'est au niveau de la distorsion harmonique H2, H3, et il y a une différence entre les deux. Alors, le vert, c'est le DCX modifié, le bleu, c'est le DCX d'origine. Donc, ici, on peut voir que le DCX modifié a une distorsion plus faible en H2 et H3 que l'original. Quelque part, ça me paraît tout à fait logique parce que les étages de sortie sont simplifiés, utilisent des niveaux plus faibles, donc il n'y a pas vraiment de raison que ça distorde plus. Hein. C'est un schéma plus simple avec des circuits qui sont d'excellente qualité à l'origine, donc ça me paraît plutôt logique que ça se comporte comme ça. Quand même, juste une remarque sur les niveaux.
Bien voir que ici, le DCX modifié fournit un signal pleine échelle à 5, à peu près 5,5 décibels. L'autre c'est à 21, donc il y a 15 décibels et demi d'écart, quelque chose comme ça, entre les deux. Donc, au niveau de la FFT, j'ai translaté la courbe du DCX d'origine pour que les maximums coïncident. Hein, sinon, elles sont décalées en décibels l'une par rapport à l'autre et on pourrait croire que l'une a beaucoup moins de bruit que l'autre. Alors que là, elles sont superposées de telle sorte que le maximum coïncide, ce qui permet de les comparer au niveau de leur dynamique et de du niveau de bruit respectif. Alors maintenant, on va regarder de plus près d'autres aspects comme toute cette chose en HF qui apparaît sur l'appareil modifié. Ça me paraît déjà plus problématique. Il y a des tas de résidus HF qui sont apparus. Alors, à quoi sont-ils assignés? Ça, faudrait mener l'enquête. Peut-être que c'est simplement les DAC qui n'aiment pas trop se retrouver avec un filtre RC à ses pattes direct en sortie. Peut-être, je ne sais pas. Là, il faudrait aller fouiller un peu, voir ce qui se passe. Mais néanmoins, la courbe bleue qui est parfaitement plate, avec simplement les distorsions et un petit résidu HF à la fin, laisse place à quelque chose de beaucoup plus compliqué et avec beaucoup plus de bruit et beaucoup plus de défauts. Là, c'est-à-dire que là, il se passe quelque chose et c'est pas très bien maîtrisé à ce niveau-là. Ça, pour moi, c'est une dégradation des caractéristiques d'origine. Deuxième chose qui est intéressante, parce que comme il a l'option d'horloge qui a été installée, c'est un peu voir si le jitter a été changé ou pas. Alors, cet appareil, il a quand même une caractéristique particulière, c'est qu'il a un défaut qu'on retrouve sur les deux. Donc ça va être un défaut intrinsèque à l'appareil. Ce sont ces pics, ici, qui ne sont pas liés à la fréquence en soi. C'est pas du tout une harmonie, quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est beaucoup plus proche. Ça ressemblerait, en tout cas les symptômes, d'un jitter périodique. Et ce jitter périodique existe sur les deux appareils, à des échelles différentes. L'appareil modifié en contient beaucoup plus. Les niveaux sont plus élevés. Alors, est-ce que c'est dû à l'appareil lui-même et au fait que d'un appareil à l'autre c'est assez variable, ou est-ce que c'est dû à la modification? Il n'est pas possible a priori de conclure là-dessus. Donc dans le bénéfice du doute, je ne mettrai pas cette détérioration sur le coût de la modif en elle-même, mais simplement d'un appareil à l'autre ça varie et ça a l'air d'être quand même être un défaut intrinsèque à l'appareil lui-même, à sa conception. Alors d'où cela vient-il? Ça c'est vraiment difficile à voir et difficile de tracer. Mais néanmoins cet appareil contient des espèces de défauts qui ressemblent vraiment beaucoup à un jitter périodique. Alors au niveau jitter, on va dire aléatoire, ça se présente pas sous la forme de pic comme ça, mais ça se présente sous la forme d'un écart de la courbe de FFT à sa base, c'est-à-dire un élargissement de la courbe qui fait que simplement le fondamental est qu'on peut varier en fréquence d'une manière plus ou moins aléatoire aux alentours de la fréquence centrale, ce qui fait un élargissement à sa base. Ici, c'est assez difficile de conclure, ça a l'air d'être un peu plus réduit pour le cas de l'appareil modifié, le pic a l'air plus réduit, le bruit est inférieur, hein, à ce niveau-là il y a à peu près 2-3 décibels de moins en bruit autour, donc c'est pas flagrant du tout. A priori, la nouvelle horloge, si elle améliore un petit peu, c'est vraiment pas grand chose. En tout cas, c'est pas détectable même quand on pousse les mesures à fond, quoi. Un jitter aléatoire n'est pas vraiment résolu. De toute façon, il y en avait déjà très peu à l'origine, donc là, j'avoue, c'est difficile de conclure sur l'efficacité du système. D'autant plus que ces pics autour, qui ressemblent à un jitter périodique, eux sont à des niveaux beaucoup plus élevés. On est à 10 décibels au-dessus facilement. Et d'autant plus que l'appareil modifié est beaucoup plus enclin à avoir ses défauts. Mais bon, là, disons, je ne peux pas en conclure sur les causes de ces pics de part et d'autre. Si je change la fréquence
de la FFT, ces pics se baladent avec. Donc c'est vraiment quelque chose qui est rattaché, qui est constant, qui ne dépend pas de la fréquence du pic en soi. C'est totalement indépendant. C'est constitué de fréquences aux alentours de 88-89 Hz qui se répètent. Et il y a même peut-être même une deuxième fréquence qui vient de se superposer à ça. C'est assez difficile de voir d'où ça pourrait venir. Mais en tout cas, les deux appareils l'ont et d'une manière parfaitement superposable. Sauf que l'appareil modifié, ben, l'a plus. Ça, c'est peut-être un gros coup de bol. Il faudrait d'autres appareils modifiés pour pouvoir faire tirer une conclusion là-dessus. Donc, pour moi, la modif en elle-même, en tout cas, n'améliore pas ces choses-là qui sont vraiment liées à l'appareil. Hein. J'ai bien vérifié que l'audio précision, lui, n'a absolument pas ces choses-là si je bypass l'appareil, évidemment. Hein. Donc, conclusion, l'appareil modifié enlève de la distorsion H2, H3, qui pour moi c'est lié à l'étage de sortie qui est simplifié. Il rajoute de la HF là-bas qui pour moi a priori serait simplement les DAC qui n'aiment pas trop se retrouver avec un filtrage passif à ces bornes, à vérifier. Et cette espèce de jitter périodique inhérent à l'appareil n'est pas amélioré par l'horloge, etc. Alors ça après la cause exacte, alors là il faudrait vraiment aller au cœur de l'appareil pour essayer de le diagnostiquer. Voilà ce qu'on peut en tirer là-dessus. Globalement, les valeurs sont quand même vachement bonnes. Hein. Je veux dire, bon, l'appareil modifié a vraiment de la distorsion réduite. Donc on est à plus 20, moins 80, donc on a 100 décibels en dessous en H3. La version, l'autre, a un petit peu moins. On est à ici, enfin même moins, on est à 90, un peu moins de 90 décibels en H3, ce qui est moins bien. Hein. Il y a quand même une belle amélioration à ce niveau-là. Donc je pense que si on veut investir dans une modification, la modification de l'étage de sortie, je pense, est un plus. Mais je reste très dubitatif quant à la méthode de filtrage qui est mise, qui pour moi est insuffisante. Elle devrait au moins être du deuxième ordre et devrait être bufferisée parce que les DAC c'est assez susceptible à la charge. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à changer pour pouvoir avoir le meilleur des deux mondes, qui pour moi est bien côté modifié ici, mais pas bien côté HF là-bas. Donc voilà ce qu'on peut en tirer jusqu'ici sur la FFT. Ok, juste rapidement, pour être complet, voici la FFT en entrant en analogique avec le même signal en entrée. Il y a juste pareil, j'ai décalé les courbes pour rattraper la différence de gain en sortie. Et voilà ce qu'on obtient avec une FFT de grande, avec beaucoup de points et beaucoup de moyen-âge. Donc on se retrouve avec un niveau de bruit un peu supérieur à l'autre. Hein, on est normal, on a un analogique, donc on a un peu plus de bruit. On a quelque chose qui est assez superposable. Alors, pareil, hein, donc la verte, c'est le truc modifié. Le bleu, c'est la chose non modifiée. Donc, ici, alors il y a des petites saloperies là sur le truc non modifié. Alors ça, c'est en fait une interaction entre les deux appareils, ils sont posés l'un sur l'autre. Et si j'éteins l'appareil non modifié, si j'éteins l'appareil modifié, ça disparaît. Donc alors ça doit être peut-être l'alimentation à découpage qui fout de la HF sur l'autre, etc. Donc je suppose que si je retourne les deux appareils, je vais retrouver avec la HF sur l'autre. Donc ça c'est bon, c'est une interaction entre les deux. Donc ce qui veut dire que les alimes rayonnent hein, quelque part. Donc au-delà de ça, si on regarde de plus près, on voit que ça c'est le non modifié, ça c'est le modifié. On voit que le modifié, simplement il est à 10 décibels, enfin entre 6 et 10 décibels de bruit au-dessus, mais ça c'est tout simplement parce qu'il a du gain à cause du boost qui est dans l'étage d'entrée. Donc ça c'est voilà l'effet du boost à ce niveau-là. Donc bon, si on l'enlève, je suppose que le niveau de bruit va baisser et rejoindre l'autre. Alors ils sont assez superposables, il est difficile de les différencier au-delà de ça. Hein, si je zoome un peu par là, on retrouve la distorsion, l'harmonique ici, la distorsion H2 qui est assez faible hein, ici, qui est et même la H2 est là, la H3 est ici, H4 invisible. Donc le problème c'est que cette HF là vient un petit peu perturber la lecture. Néanmoins, bon, on peut
voir que l'appareil ici non modifié a un petit peu plus de H2, de H3 que l'appareil modifié. L'appareil modifié a un petit peu plus de H2 que l'appareil non modifié. Hein, ça c'est non modifié, ça c'est modifié. Donc bon, à mon avis c'est d'un appareil à l'autre, c'est quelque chose qui doit être de l'ordre de la même différence entre deux appareils. Donc bon, en analogique ils sont vraiment totalement similaires, il n'y a vraiment pas grand chose à en dire de plus. Donc vraiment rien de spécial à ce niveau-là, la modification a priori ne change pas grand chose par rapport à un modèle non modifié, donc voilà. Je ne peux pas conclure plus que ça. On voit le 50 Hz maintenant qui apparaît, hein, qui n'apparaissait pas lorsqu'on était en numérique. Sinon, oui, il y a encore le pic à 80, 89, 88 Hz là qui existe. Voilà. Sinon, bon, c'est rien de plus à en dire. Ils sont assez similaires. Je suis sûr que si on enlève ce boost, on se retrouvera avec quelque chose d'analogue entre les deux appareils. Ok, donc nous voilà au bout de la série de mesures sur cet appareil modifié, full modifié par Selectronics. Quelle conclusion en tirer? Bah, franchement, je n'ai pas pu détecter quoi que ce soit de fondamentalement différent avec l'appareil d'origine. Si ce n'est que les étages de sortie me semblent être un peu meilleurs, des distordre moins, ce qu'on a pu voir sur les FFT avec entrée numérique. Et le fait qu'ils aient mis le condensateur qui ne devrait pas y être et qui fait un boost à 10 kHz. Alors ceux qui n'ont pas remarqué, quelque part c'est un peu la honte parce que bon, c'est vrai que ça sonne mieux, mais bon, enfin bref. Si on a un appareil comme ça et qu'on veut rectifier l'étage d'entrée parce qu'on l'utilise en analogique, c'est assez facile. Il suffit d'enlever les capas rouges ici, là, et il y en a deux autres ici de 22 nanos. Qui sont les capas qu'on devrait pas mettre. Donc la modif est facile, hein, il suffit de les enlever et puis on rétablit les choses. Donc voilà. Autrement, l'horloge et tout ça, j'ai pas vu d'intérêt particulier, ça ne change absolument rien, même en poussant les mesures au maximum. Les changements sont nuls, quasiment. En tout cas, ils sont de l'ordre de ce que je penserais avoir entre deux appareils non modifiés entre eux. Ça ne résout pas certains problèmes j'appellerais un jitter périodique qui vient se mettre sur le signal. C'est commun aux deux appareils. Le modifié c'est pire, mais je peux pas dire si c'est parce qu'il est modifié ou si c'est parce que c'est un autre appareil tout simplement. Donc là, je vois pas fondamentalement de changement entre les deux appareils et je ne vois vraiment pas qu'est-ce qui pourrait donner une différence audible à l'écoute, à part le fait d'avoir payé jusqu'à 1000 € l'appareil tout fait, clé en main. Bon, moi personnellement, c'est pas des modifs que je ferais, peut-être même, sauf l'étage d'entrée et de sortie éventuellement. Et encore, je suis pas super convaincu que ce soit fondamentalement audible. Donc voilà. J'ai une autre vidéo sur l'appareil vu de plus près, comment il est fabriqué, comment c'est monté et si c'est bien ou pas bien. Ça, c'est un autre épisode. Sinon, voilà, pour la série de mesures. Alors, je remercie vraiment celui qui m'a envoyé Fabrice qui m'a envoyé cet appareil. Ça permet vraiment de faire des trucs plus intéressants et plus pratiques. Ça permet de vérifier que Selectronics n'a pas mesuré ses appareils et n'a pas vu le problème qu'il y avait dedans au niveau des étages d'entrée. C'est-à-dire qu'ils ont recopié bêtement le truc. Quelque part, c'est un peu discutable. Sinon, bon, après, à part avoir la tranquillité d'un appareil qu'on a fait soi-même ou qu'on a tweaké comme tout bon audiophile qui se respecte, bah, moi personnellement, je garde l'original et je touche pas.